La mort est à côté. L'enlèvement de Sean. Sean était suivi. Alors qu'il s'arrêtait au bord de la route pour uriner, 3 hommes en noir se jetèrent sur lui, le frappèrent, le bâillonnèrent et le placèrent un capuchon sur la tête. Les bras et les jambes attachés, il ne sentit que les secousses de la voiture qui roulait. Il était plongé dans le noir le plus total. Il fut transporté dans un vieux hangar à l'abandon. Là, on lui ôta le capuchon, lequel couvrait sa tête. Il était plongé dans une pénombre dont les quelques rayons venaient des lucarnes placées à 2 mètres du sol. Il distingua tant bien que mal des armes à feu accrochées au mur. Il respirait une odeur de moisie et d'urine. Au moment de sa capture, il s'était fait pipi dessus. L'homme était derrière lui, debout. Il frappa dans les côtes de Sean avec force, vociférant des paroles. C'était un interrogatoire. En dépit des coups portés aux côtes et au ventre, Sean put balbutier quelques phrases. « Vous êtes qui ?»« Mon nom est Kyle Smith, et tu sais qui je suis. Je suis le chef des prêtres de l'Apocalypse. » Il tire les cheveux et lui place une lame sous la gorge. « Qu'avez-vous découvert, toi et tes potes? Où est la pierre? Parle !»« Je vois pas de quoi vous parlez. Ne me force pas à te faire du mal. Vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes capable de le découvrir vous-même. Je suis sûr que vos gens sont compétents dans tous les domaines. À vrai dire, nous manquons de chance ces temps-ci. Nous n'avons pas pu décrypter le code. Quelle est sa signification? Parle ou je te tue. Je suis plus de la partie, j'ai eu trop peur et j'ai une famille, alors arrête tes salades. Je me demande pourquoi tu te balades avec un flingue. En parlant de ta famille, elle risque gros. Gros, c'est-à-dire la mort, une mort atroce. Des tueurs à gages sont déjà sur place. Un seul ordre est « Ok, je vais parler, mais promettez-moi de ne rien faire à ma famille. » Inutile de promettre, nous aussi on voudrait pas avoir les agents fédéraux au cul. Sean déballa tout, du début à la fin. Kyle Smith sait qu'il se rendrait au Pérou dans les semaines qui viennent. Avec calme et sérénité, il prit Sean par le col de sa chemise et lui dit « Je te garde comme monnaie d'échange au cas où ils auraient la pierre avant nous. » Sean resta prisonnier de la bande de Kyle. Ce dernier prévint les prêtres de l'Apocalypse installés au Pérou de s'occuper de la confrérie du Dragon. La tête de chaque membre de la confrérie était mise à prix. Le départ pour le Pérou était désormais imminent. Fausse identité. Le président Obama s'était rendu au sommet du G8 à Lima pendant que ses acolytes recherchèrent la pierre. Sean n'était pas revenu du Missouri. Pour le groupe, il était devenu un lâche. Afin qu'il soit protégé des chasseurs de primes qui s'étaient lancés à leur poursuite, ils se firent passer pour des touristes et changèrent leur coupe de cheveux, leurs yeux et corps. Samia s'était teinte des cheveux en blond et portait des lentilles de couleur marron. Quant à Edora, elle se faisait passer pour une femme enceinte. On lui avait confectionné une combinaison avec des coussins pour faire croire à une grossesse de 7 mois. Billy avait opté pour une allure manga. Il s'était teint les cheveux en bleu et s'était fait percer les oreilles et l'arcade. Outre, il arborait des vêtements punk. Mitch, noir de peau, s'était fait pousser une barbe d'une 15aine de jours et s'était fait des dreadlocks. On aurait dit un Jamaïcain. Ils devaient faire en sorte que personne ne se connaisse et porter sur eux des faux papiers attestant de fausses identités. Qui plus est, en l'occurrence, ils étaient tous en possession des lunettes et d'une arme à feu qu'ils cachaient dans leurs vestons et sacs. Là, dans le bus qui les menait vers la montagne près de Nazca, sur laquelle les fouilles archéologiques les plus impressionnantes avaient eu lieu, se trouvaient parmi eux des prêtres de l'Apocalypse, mais aussi le plus terrible tueur à gages de l'Amérique du Sud, Alejandro Alvarez. Celui-ci, aussi, avait une fausse identité. Comme il avait été agent de sécurité, il avait dérobé sur son ancien lieu de travail l'uniforme et s'était créé un faux badge. Là, dans ce bus, il était censé protéger les touristes de groupuscules terroristes cachés dans la montagne ancestrale. Billy lisait tranquillement un livre lorsqu'il laissa échapper de sa main la photographie du dessin de la pierre qui lui servait de marque-page à proximité du faux agent. Ce dernier le ramassa, l'étudia puis le rendit à son propriétaire avec un sourire aux lèvres. Malgré la tenue vestimentaire de Billy et sa chevelure,
Alejandro, doté d'une mémoire photographique étonnante, et par la découverte du dessin reconnu l'une des personnes dont la tête était mise à prix. Accroché à la rambarde située à l'avant du bus, il réfléchit aux moyens pour le faire sortir du bus dans le but de l'abattre. Il voulait le faire passer pour un narcotrafiquant. Lentement, il s'approcha de lui et lui pointa son arme au niveau de sa tête, puis lui ordonna de se lever. Billy avait perdu pied, effrayé, il se leva et balbutia. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu vas sortir avec moi sans discuter. » Mitch, qui trouva l'intervention suspecte, joue les curieux et interroge l'agent sur le fait qu'il brandisse une arme sur un touriste. L'agent répond « Je suis cet homme depuis un bon moment. C'est un narcotrafiquant. Je dois le fouiller. » Il ordonne au chauffeur d'arrêter le bus et d'attendre. L'ordre est immédiatement exécuté. Son frère ne lui manque pas. Par crainte pour Billy, Mitch dévoile sa véritable identité. Il avoue qu'il est policier et que lui aussi est sur la piste de narcotrafiquants. Afin de sortir Billy de ce pétrin, Mitch déclare qu'un agent de la sécurité n'est pas apte à traiter ce genre d'affaires. Alejandro ne se laisse pas persuader pour autant et avec détermination répond « Ce bis est sous ma responsabilité, pas la vôtre. Laissez-moi y participer alors. Non, je veux le faire seul. Entre confrères, on peut s'aider. » Alejandro n'a pas le choix. Il accepte la proposition de Mitch. Ce dernier, du regard, conseille à Billy de ne pas se défendre et de sagement obéir. On le mène à travers un sentier bien caché de la vue des personnes dans le bus. Alejandro braque son arme sur Mitch. La balle le propulse en arrière. Mitch, couché sur le sol, sort son arme et tire sur Alejandro. Il chute sur le dos. Son sang s'écoule. Avant qu'il ne décède, Mitch veut le faire parler. C'est en vain. Dans sa poche arrière, il figure ses papiers. Mitch les analyse et parle. C'était un tueur à gages. Je crois qu'il voulait te tuer. Il a dû te reconnaître. Il a vu la photo. Il a dû faire le rapprochement. Tu n'as rien? Gilet pare-balles. Je te rappelle, on est en mission. À l'avenir, sois plus prudent. Ils retournèrent au bus en courant et criant. Des groupuscules terroristes, vite filez, ordonnèrent-ils au chauffeur. Ils ont tiré sur nous. L'agent de sécurité est mort. Le bus reprit sa route rapidement. Au fur et à mesure que le bus grimpait, l'air se faisait rare et le soleil tapait plus fort. Edora, dont les yeux étaient sensibles aux rayons du soleil, mit ses lunettes et vit que son voisin était un prêtre de l'Apocalypse. Elle contrôla tant bien que mal la panique qui montait en elle et vérifia s'il y en avait d'autres. Elle interpella Mitch du regard et lui dit « Il y en a un à côté de moi. » Il lui répondit de la même façon. « Surtout ne montre pas que tu as peur et ne lui parle pas. » Mitch surveillait de temps à autre le prêtre de l'Apocalypse, car il s'inquiétait pour Edora, et dont il avait un petit faible. La mort est à côté. Le vol de la pierre. Le trajet fut long. Malgré la peur, Edora garda son calme. Enfin, ils arrivèrent sur le site archéologique ouvert au public. Samia sortit de son sac une blouse blanche et un faux badge qui attestait qu'elle était enseignante-chercheuse en archéologie et dont le nom figurait sur la liste des participants à la conférence qui aura lieu en début d'après-midi à 14h30. La vraie enseignante-chercheuse attendait à l'aéroport de Seattle, inutilement un autre vol pour Lima. Sous l'ordre du président, le vol lequel devait la transporter avait été annulé sous prétexte que, pour des raisons de sécurité et en vue du G8, la zone aérienne de Lima était en proie à des potentielles attaques terroristes. Cette dernière appela le responsable de la conférence pour lui confirmer son absence. La dite responsable est intriguée car elle sait que l'enseignante-chercheuse présente sur le site n'est pas la véritable Louise Duncan. Elle prévient le maître de conférence, le chercheur Timothy Jones, de l'usurpation d'identité. Il décide de ne rien faire afin de savoir la fin de cette usurpation. La conférence peut commencer. Les 4 chercheurs invités s'installent sur leurs chaises dans Samia. Le maître de conférence débute par la présentation des chercheurs et de leurs divers travaux, lesquels sont présentés à l'oral. Le chercheur Marco Filipe, qui a découvert la pierre, la présente et énumère ses particularités.
Il la sort d'une grande et grosse poche et la dépose sur la table devant lui et sous le nez de Samia. Elle est accoutumée aux conférences puisqu'elle a été elle-même appelée à des conférences lorsqu'elle était chercheuse en droit dans sa ville d'origine Los Angeles. Au lieu de regarder sans arrêt la pierre, elle écoute avec attention le discours dans le but d'avoir des renseignements qui pourraient l'aider à déchiffrer le code. Outre, elle prend des notes. C'est à son tour de parler. C'est alors que l'homme aux dreadlocks se lève et tire en l'air en criant « À mort tout ce monde !» Billy ainsi qu'Edora se lèvent et pris d'effroi se précipitent vers la sortie. Billy reçoit une balle à blanc dans l'épaule et tombe. Edora saigne du ventre du faux sang bien évidemment. Mitch tire dans l'assemblée avec des balles à blanc. Le monde fuit les tirs. Certains arrivent à s'échapper, d'autres se protègent sous les chaises, larmoyant et criant, croyant fortement à la supercherie. Le chercheur Marco Filipe a fui en oubliant la pierre. Samia en profite pour la dérober sous les yeux apeurés du maître de conférence qui la bloque au passage. Elle se débat. Un tir se fait entendre. Le maître de conférence hurle et se roule par terre. Sa jambe est en sang. Samia se libère et fuit par derrière, incognito. Immédiatement, Billy, Edora et Mitch se sauvent sous les yeux éberlués des personnes présentes. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Mitch vole une voiture appartenant à un chercheur. Billy, Edora et Samia montent dans la voiture. Ils descendent la montagne à vive allure, poursuivis par les agents de la sécurité du site qui leur tirent dessus. Mitch tire sur les roues de la voiture de sécurité qui, emportée par la vitesse, fait un tonneau et roule sur la route. Néanmoins, la voiture n'explose pas. Arrivés en bas de la montagne, ils abandonnèrent le véhicule et bipèrent le président. C'était le code qu'ils s'étaient fixé entre eux pour qu'il leur envoyât un hélicoptère de sorte qu'ils puissent rentrer en toute sécurité à Lima. Une fois à Lima, ils furent reçus par le président, heureux de les voir sains et saufs. On lui remit la pierre, il l'observa, il était ravi. Son téléphone retentit, il décrocha, son air changea, il était embarrassé. L'échange. Kyle Smith téléphona à Obama. Ce dernier accepta la proposition du chef des prêtres de l'Apocalypse, qui était d'échanger Sean contre la pierre. Celui-ci, par une brève permission de parler, le rassura sur sa captivité. Il n'avait subi aucune maltraitance. Le rendez-vous devait avoir lieu dans un train qui partait de Lima en direction des montagnes. La confrérie de dragons se rend sur le lieu du rendez-vous. Ils sont dans le train de marchandises, seuls, dans un wagon. On les encercle, des hommes avec des armes, des prêtres de l'Apocalypse. Kyle Smith apparaît. Il tient Sean, le bras sous le cou, une arme pointée sur la tempe. Barak ne perd pas de temps, il procède à l'échange. Il donne la pierre, Sean lui est rendu. Kyle ordonne qu'on les tue et se retire à l'avant du train. Encerclés, ils n'ont aucune chance de survivre. Ils crient et pleurent. « Ayez pitié de nous, ne nous tuez pas !» Les prêtres sont prêts à tirer. Ils n'ont que faire des supplications de leurs prisonniers. Les ordres sont les ordres. Soudain, une lumière apparaît sous le plafond du wagon à 2 mètres du sol. Cette lumière qui aveugle autant les prêtres que les prisonniers flotte jusqu'à Obama. Elle habille d'une armure métallique. Les prêtres inquiets tirent dans le tas. Barak, grâce à l'armure, peut voir les balles filer dans l'air à toute allure. Pour protéger ses amis, il dévie les balles qui rebondissent n'importe où dans le wagon. Les prisonniers s'arment et tuent les prêtres. Mitch, malgré le son assourdissant des balles, entend le bruit d'un hélicoptère qui se rapproche. Il le voit voler à travers la fenêtre. Il vole vers l'avant du train. Mitch s'adresse au président en hurlant. « Il est parti à l'avant du train. Un hélicoptère vient le chercher. Allez le chercher, on s'occupe des prêtres. » Il entre. Immédiatement, il tire sur le copilote. Le pilote panique. Barak lui ordonne de ne pas crier et de récupérer ses amis, autrement il mourra. Le pilote obéit. L'hélicoptère fait demi-tour et s'approche du wagon. Mitch fait monter Edora, puis Samia, puis Sean et puis Bill. Il en fallut de peu. La locomotive sombra dans le vide au moment où Billy entra dans l'hélicoptère. L'hélicoptère se posa à proximité d'une forêt. Barak magnanime laisse échapper le pilote dans la forêt. Il espérait qu'il s'en sortirait. Le petit groupe suivit le sentier qui le mena sur une route. Ensemble, ils se dirigèrent vers le premier village en vue.
Ils y arrivèrent et prirent le premier train pour Lima. Ils étaient heureux d'être en vie. La mort est à côté. Le mystérieux convive. L'énigme sur laquelle était gravée la pierre n'avait pas été difficile à trouver. Les mots qui, par magie, étaient apparus, en latin, disaient savon, aile, chauve-souris, renaissance. Bill avait tout de suite pensé à Léonard de Vinci. Il ne savait quel était exactement le lien qui unissait la pierre à découvrir avec le plus grand homme de science de la Renaissance. Il trouvait que le champ d'investigation était extrêmement vaste. Il était circonspect. Une fois rentré aux États-Unis, avec Edora, toutes les fins de semaine, il faisait des recherches à la bibliothèque universitaire sur Léonard de Vinci. Néanmoins, il pensait que cela avait un lien avec sa machine volante. Entre-temps, le président Barack Obama s'adonnait à ses devoirs, les autres s'en étaient retournés à leur occupation. Depuis les derniers événements, ils ne connaissaient que l'anxiété et la culpabilité. D'une part, ils avaient eu à leur trousse un chasseur de primes et les prêts de l'Apocalypse. De l'autre, ils avaient tué des hommes. D'ailleurs, ils ne se sentaient jamais en sécurité. Leur nerfs étaient mis à rude épreuve. Une fois par mois, ils se donnaient rendez-vous chez la mère d'Obama pour réfléchir sur les pistes et élaborer les marches à suivre en vue de découvrir les 3 dernières pierres. Afin d'aider la bonne dame bien-aimée, Samia et Dora étaient allés chercher du bois pour le feu. L'hiver était rude. Il ne neigeait pas, mais le froid était bien présent. Et les pluies diluviennes n'étaient pas absentes. L'Alabama était une région fréquemment et dangereusement inondable. Il ne pleuvait pas ce jour-là, bien que le ciel était envahi par de gros nuages noirs. Une alerte météo avait été annoncée. Les filles sursautaient de frayeur l'homme qui s'était présenté à elles. Cet homme cherchait un abri pour la nuit. Plein d'inquiétude pour ce monsieur, elles le menèrent à la maison. La maman, la surnommait-il, s'était absentée. Elle s'était rendue au poulailler afin de nourrir ses bêtes. Le repas était prêt. Il avait l'air succulent. Sean parla. Elle a dit qu'on n'était pas obligé de l'attendre. J'ai faim. C'est qui, lui? Votre convive si vous n'y voyez aucun problème. Je crois que la maman ne vous dira pas non. Mitch acquiesça comme les autres mais resta sur la défensive. Et Dora n'écouta pas la fée qui la prévenait du danger. Les va-t-en qu'elle lançait ennuyaient la jeune et belle étudiante qui s'efforçait de ne pas montrer son agacement et de ne pas parler à voix haute. Ils commencèrent à manger quand le convive se mit à parler. « Il paraît que vous êtes tous des assassins, excepté lui, » dit-il en pointant le doigt sur Sean. « C'est pas bien, » rajouta-t-il en colère. Il se lève et ajoute. « Vous avez tué mes hommes. » Mitch répond. « De quoi parlez-vous ? Tu sais de quoi je parle. » La maman surgit devant le salon et hurle. « Dragocus, va-t'en ! Tu ne m'empêcheras pas de les tuer, vieille sorcière. » Dragocus agite ses bras en l'air et déclame une incantation magique. Les ruches disposées autour de la maison et dont on apercevait par les fenêtres s'ouvrent et libèrent les abeilles qui entrent par la fenêtre et foncent droit sur la maman. Cette dernière rapide jette de la poussière de fée dans l'air et les abeilles se heurtent à la barrière créée par la cristallisation des grains. Ensuite, elle sort de sa besace des haricots magiques qui poussent à une vitesse fulgurante, donnant naissance à d'épaisses lianes sauvages, et qui se précipitent sur Dragocus et qui l'enserrent de la tête aux pieds. Il enflamme les lianes et s'apprête à jeter un sort mortel à la confrérie réunie. Elle hurle, la maman. « Dragocus, je vais l'invoquer. Tu sais de qui je parle. » Dragocus enrage et dans une tempête de vent qui fit trembler les murs disparus. La confrérie, encore sous le choc, remercia la maman de les avoir sauvés d'une mort certaine. Elle les ordonna de ne plus inviter de personnes étrangères, quelle qu'elle soit, ne serait-ce même un enfant. Et Dora rétorqua. « Même un enfant ?» Maman répondit. « Dragocus peut prendre n'importe quelle forme. Maintenant, il faut manger. » Et Dora ne fut pas attristée car elle avait sa fée qui savait lire dans les âmes. Comme les autres, elle mangea et son regard croisa à plusieurs reprises celui de Mitch. L'enfant abandonné.
On lui rapporta ce qu'il s'était passé. Barak doutait des possibilités de vaincre Dragokus et s'en voulait d'avoir mis des personnes, désormais des amis, à cette mission. Suite à ces événements, la compagnie se fragilisa. Ils ne savaient pas à quel point leur ennemi était puissant jusqu'à la rencontre avec Dragokus. Ils avaient peur. Samia prenait des antidépresseurs pour calmer ses nerfs. Elle était retournée à Chicago, la peur au ventre. Elle arrive devant l'immeuble dans lequel elle vit, entre, prend l'ascenseur et atteint sa porte d'entrée. Il était devant, debout, avec une peluche dans les mains. Il n'avait pas 5 ans. Il sanglotait et criait « Maman, maman !» Elle allait le prendre dans ses bras pour le consoler lorsqu'elle se souvint que la maman les avait défendus de ne pas s'approcher de quiconque, même d'un enfant. Elle sortit son arme et menaça l'enfant. « Ne vous approchez pas !» L'enfant ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il pleurait et criait de plus belle. C'est alors qu'il tomba à la renverse et s'agita un moment. Puis, il semblait inconscient. Samia, méfiante, s'approche de lui, l'arme à la main. Elle le toucha du bout des pieds au niveau des côtes pour vérifier s'il dormait vraiment. Elle réfléchit un moment et se dit que s'il voulait la tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. Elle rangea son arme et ouvrit sa porte. Elle le déposa sur son lit et attendit le réveil de l'enfant. Elle savait que l'enfant était en vie. Elle avait pris son pouls et elle entendait sa respiration. Elle pensait qu'il avait fait une crise de l'épilepsie. Bien qu'il dormait profondément, il énuméra des mots qui intriguaient Samia. Elle avait retenu Léonard de Vinci, machine volante, exposition, Paris. Il se réveilla. Elle le prit dans ses bras et lui demanda où était sa mère. Il lui répondit qu'elle était partie. Samia avait compris que l'enfant avait été abandonné. Elle l'amena à la police qui le prit en charge. L'enfant continuait de pleurer et de crier « Maman, maman !» Le cœur de Samia se serra. Elle n'avait pas d'enfant et elle était célibataire à cause de cela. Elle était stérile et ne pouvait pas donner d'enfant à un homme. Et pourtant elle désirait en avoir un. L'enfant allait être placé dans une famille d'accueil. Samia se dirigea vers le service d'adoption et retira un dossier. Elle voulait adopter le petit Mathias. Elle pensait qu'avec son métier et son niveau de vie aisé, cela pourrait être possible. Son dossier avait été retenu. Elle avait durant 3 mois des visites d'assistantes sociales et de psychologues qui, pour valider l'adoption, évaluaient sa capacité à s'occuper d'un enfant. L'environnement psychologique et social était jaugé au crible. Samia avait peur de faire un faux pas et d'être une mauvaise mère. Elle lisait les revues spécialisées, assistait au groupe de parole pour jeunes mamans. Mais le plus important, c'est qu'elle avait noué une vraie relation avec Mathias. Celui-ci était très sage et obéissant et affectueux. Elle se montrait très protectrice, une vraie mère poule. Elle s'inquiétait sans cesse pour les moindres crises d'épilepsie qui le saisissaient. De plus, elle ne pouvait pas se séparer de lui tellement elle n'avait confiance en personne, surtout en ce moment. C'est pourquoi elle l'emmena avec elle aux réunions mensuelles chez la maman, qui, bien qu'elle ne ressentait aucune onde négative, fut dubitative. Cette dernière contre l'esprit de Draco, qui malheureusement avait l'interdiction de lire dans les âmes. Seuls les mauvais esprits usaient de ce subterfuge pour connaître les réelles intentions des personnes. Par prudence, la maman observa durant les 2 jours le jeune enfant. Samia n'apprécia pas. « Vous croyez que mon fils est un espion ? Les prêtres de l'Apocalypse sont capables de tout. Certains enfants sont très précoces. D'ailleurs, je demanderai à Edora ce qu'il en est. Pourquoi qu'est-ce qu'Edora est censée savoir ? Edora est une amie fée qui peut lire dans les âmes. Il n'est pas question qu'on lit dans l'âme de mon fils. Lire n'est pas exactement le terme, c'est juste pour savoir si son âme est pure ou pas. Croyez-moi, Samia, il le faut. Imaginez qu'il s'en prenne à vous ou à quelqu'un d'autre. Vous ne vous le pardonnerez jamais. Qu'Edora vienne. Edora entra. Samia lui demanda si son fils était inoffensif. Elle répondit à regret. Ma fée ne peut pas lire dans les âmes des enfants. Je savais que cette histoire de fée n'était qu'une connerie. Ma fée existe vraiment. Qu'elle se montre alors. Elle ne veut pas se montrer.
Je n'y croirai quand je la verrai. Tu es bizarre, mais à ce point-là. Je ne suis pas bizarre. Et Dora partit en courant et se réfugia dans sa chambre. Elle sanglotait. Mitch, qui l'avait vue courir en larmes, frappa à sa porte. Elle refusa de le laisser entrer. Il lui parla tout de même. J'ai entendu la conversation. Je dois admettre que moi aussi je te trouve un peu bizarre, mais tu exerces sur moi une certaine curiosité. Je ne suis pas une bête de foire. C'est pas ce que je voulais dire. Tu es mystérieuse et ça m'attire. Et en plus tu es très belle. Elle lui ouvre. Il lui caresse les cheveux. Elle lui prend la main et la pose sur son sein. La mort est à côté. Le cauchemar de Mathias. Sa main était sur son sein qu'il massa tendrement. Il lui détacha les cheveux et les caressa délicatement. Et dans un murmure lui dit « Ne fais pas de bruit ». Il la poussa doucement vers le lit. Elle s'allonge. Il l'enveloppe de son corps, lui baise le visage avec sensualité, puis le cou. Elle lui caresse le torse et les bras et lui ôte son t-shirt. Ses lèvres parcourent le haut du corps musclé de Mitch. Elle remonte jusqu'à son cou. Elle le sent et glisse ses mains dans ses cheveux. Ils se regardent dans les yeux et le désir réciproque de s'embrasser monte de plus en plus. Ils s'abandonnent au désir et s'embrassent avec passion. Il la déshabille. Elle fait de même. Elle s'allonge un peu inquiète. C'était sa première fois. Elle lui dit gênée, « C'est ma première fois. » Il la rassure. « Je ferai doucement. » Il la pénètre lentement. Son hymen se brise. Elle crie de douleur et se met à saigner. Elle sait que c'est normal. Au fur et à mesure qu'elle se décontracte, elle prend du plaisir à faire l'amour. Pour lui donner plus de plaisir, il lui écarte les deux jambes et la prend en position missionnaire. Elle agrippe les draps et se mord la lèvre afin de ne pas crier de plaisir. Personne ne devait savoir qu'il faisait l'amour. Il voudrait jouir en elle, mais se retire. Son sperme gicle sur son ventre et avec son t-shirt, il se le nettoie. Ils se rhabillent l'un l'autre. Mitch quitte la chambre. Mathias était dans le couloir. Il avait écouté à la porte et observé la scène d'amour par la serrure. Mitch s'étonnait de le voir dans le couloir et lui demande « T'es pas couché à l'heure qu'il est ?»« J'ai fait un cauchemar. J'ose pas le raconter à ma mère. »« C'était quoi ?»« J'ai rêvé qu'il était à une exposition et qu'on lui tirait dessus et qu'elle mourait. J'ai eu peur. »« Quel genre d'exposition ?» Il y avait un tableau, une femme en noir était peinte dessus. Il y avait aussi une machine volante et d'autres choses dont je ne me souviens plus. Ça se passait dans une ville où coule une grande rivière et il y avait une grande tour en fer. J'ai jamais vu cette ville en vrai. Il y avait des hommes en noir qui tiraient de partout et maman est morte. Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai pas à ta maman. Il mentait. Je vais me recoucher. Oui, dors bien, petit gars. Je vais essayer. Mitch, le lendemain, raconta au groupe le cauchemar de Mathias. Le récit interpella Samia qui s'était rappelé la crise d'épilepsie de son fils. Il avait dit des mots qui avaient fait référence à Léonard de Vinci et à la ville de Paris. Billy se renseigna sur les expositions sur Léonard de Vinci qui auraient eu lieu à Paris. Il y en avait une, justement, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Samia était fière de son fils et elle croyait fermement qu'il avait été envoyé par la Providence, et elle s'en vantait. Vous voyez bien qu'il est nécessaire à notre mission. Il est un cadeau de la Providence. La maman le reconnut et accepta désormais la présence du jeune garçon parmi eux.